Le procès fédéral pour crimes sexuels des frères Alexandre a débuté et les accusations contre eux sont stupéfiantes. Les procureurs affirment que les trois hommes ont participé à un complot de trafic sexuel impliquant la drogue et le viol de femmes, mais la défense a répliqué. Ils ont admis être peut-être des coureurs de jupons, mais pas des criminels. Voici les moments les plus marquants du procès jusqu'à présent. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. C'est un changement radical, mais ce sponsor est essentiel. Ce produit est important pour vous tous. Pour prendre soin de votre peau, la crème visage. Cet article simplifie la routine, car peu ont le temps d'en suivre une complète. C'est une crème anti-âge 6 en 1 conçue pour agir sur la peau plus épaisse et plus robuste des hommes en une seule étape. Elle s'attaque aux poches sous les yeux, aux taches brunes, aux rides. Cette irritation après le rasage, c'est terrible. Elle hydrate et nourrit avec des ingrédients de qualité validés scientifiquement. Acide hyaluronique, vitamine E, huile de jojoba, rejoint plus d'1 million d'hommes et affirme ta confiance facilement. Découvre Particle ci-dessous et utilise mon code SIDEBAR20 pour 20% de réduction sur tout le site. Le procès pénal fédéral des frères Alexandre à New York a débuté. Nous en avions déjà parlé sur Sidebar. Mais ce sont les frères dans l'immobilier et la sécurité, qui, selon les procureurs, utilisent leur richesse, leur statut, leurs ressources pour essentiellement inciter des femmes à partir en voyage avec eux, les attirer avec des promesses de luxe, puis les droguer, agresser sexuellement et violer. Nous évoquons Alon Oren et Tal Alexandre, qualifiés par les procureurs de partenaires dans le crime. Accusés d'appartenir à un réseau de trafic sexuel actif de 2008 à 2021, ils ont plaidé non coupables à plusieurs chefs d'accusation fédéraux. Je vais vous lire le dernier acte d'accusation car il a souvent changé. Nous avons le complot en vue de commettre un trafic sexuel. Ils font face à 12 chefs d'accusation d'ailleurs. Complot en vue de commettre un trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition. Il s'agit de 2 victimes de trafic sexuel par force, fraude ou coercition. Incitation à voyager pour activité sexuelle illégale, trafic sexuel sur mineur. La victime est mineure, 3 cas. Trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, victime 4 chefs d'accusation 7. Trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, victime 5 chefs d'accusation 8. Trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, victime 6 chefs d'accusation 9. Incitation à voyager pour se livrer à une activité sexuelle illégale, victime 6. Agression sexuelle aggravée par la force, la menace ou l'usage de stupéfiants, victime 7. Chef d'accusation. 11 abus sexuels par incapacité physique sur la victime 7, puis chef d'accusation, 12 exploitations sexuelles d'un mineur sur la victime 8. Encore une fois, ils ont plaidé non coupables des accusations, et je vous dirai qu'ils risquent la prison à vie s'ils sont reconnus coupables. D'accord, cela s'ajoute d'ailleurs aux accusations au niveau de l'État en Floride. Oren et Alan font aussi face à des accusations présumées d'agression sexuelle sur des femmes. Des dizaines de poursuites civiles sont aussi engagées contre eux. Je veux donc revenir sur ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ce procès. Parce que je vais vous dire tout de suite, les accusations portées contre eux sont incroyablement odieuses. Et ces gars-là, je ne saurais trop insister là-dessus, ils étaient des figures incontournables de la vie nocturne et de la scène sociale à New York et en Floride. Je me souviens, il y a environ 10 ou 15 ans. Je connaissais leurs noms, on parlait d'eux, mais je ne les ai jamais rencontrés. Ils étaient incontournables, donc les accusations sur leurs actions en coulisses sont assez remarquables. Donc en ce moment, je veux parler de ce que nous voyons dans ce procès fédéral, et pour cela, laissez-moi inviter mon invité spécial. Je suis avec l'ancien procureur du comté de Palm Beach, Dave Aronberg, en studio. Heureux de vous voir, merci. Heureux d'être de retour, il fait froid là-haut. Il fait froid, merci d'être venu malgré cela. Je vous ai vu dehors sans veste chaude. J'espère que le public sait que je viens de Floride. Nous n'avons même pas de veste. C'est vrai d'ailleurs. Avant de commencer, si les gens veulent suivre votre contenu, où peuvent-ils vous suivre? Oui, sur Substack à Dave Aronberg, je suis aussi connu sous le nom de Florida Lawman. Oui. Je suis sur tous les réseaux sociaux, mais abonnez-vous à Substack. Parlez-moi de ces accusations auxquelles ils font face, donc 12 chefs d'accusation différents. Certains demanderaient qu'est-ce que la traite sexuelle, la conspiration de traite sexuelle ou l'exploitation sexuelle d'un mineur. Ils pourraient en avoir entendu parler en ce qui concerne Didi, mais de quoi parlons-nous exactement ici? Les frères Alexandre partageaient les mêmes avocats, Tenny Garrigos que Didi. Mark Agnifilo. Ils ont eu beaucoup de succès avec Didi et ils utilisent aussi la même défense que celle employée par Didi. Donc, on verra comment ça se passe. En ce qui concerne la traite sexuelle, c'est l'accusation la plus grave parce que ça peut vous valoir la prison à vie. C'est du sexe commercial. Payer quelqu'un, pas forcément en argent, mais aussi en boisson ou autre contre des relations sexuelles.
Pour la traite sexuelle d'adulte, il faut force, fraude ou coercition. Pour un mineur, ce n'est pas nécessaire. Donc ils disent qu'ils utilisaient la promesse, du luxe, des expériences luxueuses, des voyages, des hébergements, pour attirer et séduire des femmes vers ces endroits où elles étaient violées ou agressées sexuellement de force. En somme, malgré d'éventuelles difficultés dans l'affaire Didi, je me souviens qu'il a été déclaré non coupable de traite sexuelle. Diriez-vous que c'est une définition plus simple, comme si c'était un examen de droit, une définition illégale plus directe de la traite sexuelle? Cela correspond aux éléments ici. Si les allégations sont vraies, Je pense que c'est assez similaire à Didi, je veux dire, le fait que l'on regarde en arrière et que l'on voit comment Didi a été acquitté des accusations les plus graves n'enlève rien au fait que les allégations étaient tout aussi graves que celles portées contre les frères Alexandre. Je pense que la différence pour moi, c'est que les frères Alexandre ont tellement de victimes prêtes à aller témoigner lors d'un procès sous pseudonyme. Mais témoigner, vous avez leurs propres mots et messages où ils se vantent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas autant avec Didi, où ses propres mots se retournaient contre lui, il était très prudent. Les frères Alexandre, beaucoup moins. d'accord. Je veux donc présenter deux récits opposés ici, qui ont été exposés par l'accusation et la défense dans les déclarations liminaires. Dans cette affaire, il n'y a pas de caméra au tribunal fédéral, ces informations viennent des comptes rendus. Voici un aperçu de la situation. Deux versions différentes. La procureure Madison Smazer a indiqué au jury, composé de 6 hommes et 6 femmes. Cela compte-t-il pour vous? Non, c'est juste intéressant cependant. On voit rarement un jury composé de 6 hommes et 6 femmes. En tant que procureur, on pourrait croire que les femmes sont plus compatissantes envers les victimes, mais ce n'est pas toujours vrai. Les femmes sont parfois très sévères entre elles concernant la violence domestique ou sexuelle, et on préfère parfois un jury surtout masculin. D'accord, c'est intéressant. Voici ce qu'a déclaré le procureur. Ses 3 frères se faisaient passer pour des fêtards, mais étaient en réalité des prédateurs. Les frères utilisaient tous les moyens nécessaires, parfois des drogues, parfois de l'alcool, parfois la force brute, pour commettre leurs viols. Ils maîtrisaient les victimes et droguaient leurs boissons au GHB et Xanax. Vous entendrez le témoignage d'une femme que Tal a retenue pendant qu'Alan et 2 autres la violaient, ce qui concerne une personne de 16 ans à l'époque. Ils ont également expliqué que le jury allait en fait voir un enregistrement du viol présumé commis par Oren sur une jeune fille de 17 ans identifiée comme Amelia, qui était presque incohérente et n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Les jurés ont appris qu'ils liraient les messages des frères après certains incidents. Je cite, ils se sont félicités d'avoir violé des femmes et des filles. Smizer l'a déclaré, affirmant que des textos entre les frères le prouveraient. Elle a précisé que ces messages reflétaient leur discussion habituelle. La conscience de la culpabilité, je cite. Les accusés savaient qu'ils devaient éviter de se retrouver dans une salle d'audience comme celle-ci. Et puis un message en particulier qui a été mis en avant montre qu'ils ont essentiellement dit que la seule chose qui pourrait leur nuire serait, selon un prétendu message texte, je cite, « une meuf qui se plaint ». Et il a été souligné qu'ils venaient d'une famille aisée, qu'ils menaient une vie luxueuse, mais que ce luxe avait un côté sombre, selon Smizer. Voilà le récit de l'accusation. Commençons par là. Ils ont exposé ce qu'ils peuvent essayer de prouver. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Nous évoquions l'affaire Didi. Selon moi, ce qui a convaincu les jurés, c'est que des personnes allaient volontairement à des fêtes privées en sachant qu'il s'agissait de soirées sexuelles. Il ne s'agit pas ici d'allégations, mais de personnes ayant assisté à une fête ordinaire, puis violées par ses frères qui auraient documenté les faits. Ils se sont vantés de leurs actes et en ont enregistré une partie, ce qui rend les preuves plus solides. Que ce soit Didi ou Alexandre, les accusations restent tout aussi terribles. Par rapport à l'affaire Didi, ici on retrouve des chefs d'accusation absents auparavant, comme la traite sexuelle. Mais l'incitation à voyager pour des activités sexuelles illégales, ou la traite sexuelle d'un mineur, ou l'agression sexuelle aggravée par la force, la menace ou des substances intoxicantes. Ces chefs d'accusation sont-ils plus faciles à prouver qu'une accusation de complot? Il y avait un accord. Oui, ici, regarde ces mots, ils sont larges. Quand tu parles de traite sexuelle, d'incitation, de facilitation, de transport, d'hébergement, tout cela peut relever de la traite sexuelle, mais tu parles aussi simplement de sexe. Pas besoin de préciser qu'il était d'accord, puis qu'une autre personne l'a fait dans le complot. Ici, tu évoques les frères ayant eux-mêmes participé à l'acte sexuel. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas rejeter la faute en prétextant l'ignorance. Donc, c'était le récit de l'accusation.
Voici ce que dit la défense parce que vous avez l'avocat Tenny Garagos, qui d'ailleurs, comme nous l'avons mentionné, a aussi représenté Didi lors de son procès pénal fédéral. Marc Agnifilo est aussi avocat de la défense, mais Garagos, qui représente Oren, elle a décrit les frères comme brillants et arrogants, aimant les femmes et cherchant des relations sexuelles, mais elle a précisé ce que cette affaire n'est pas. Citation. Ce n'est pas de la traite sexuelle, mais des aventures. Elle affirme aussi que les accusatrices manquent de crédibilité, car elles pourraient viser l'argent et des poursuites civiles. Peut-être qu'elle regrette d'avoir eu ces relations sexuelles avec les frères, ou peut-être qu'elle regrette d'avoir consommé de la drogue. L'avocate de la défense, Diana Paul, qui représente un autre des frères, a déclaré : « C'était vulgaire, c'était arrogant, ça va vous faire grimacer. Mais nous ne sommes pas ici pour les prix du connard. » Maintenant, elle représente Tal Alexandre, et elle a dit : « Écoutez, les garçons étaient des coureurs de jupons. Ils ont couché avec beaucoup de femmes. » Elle précise encore qu'ils ne sont pas des criminels. Qu'en pensez-vous ? Le problème qu'ils ont, c'est qu'on ne peut pas blâmer les victimes quand la victime a moins de 18 ans. C'est cette victime-là qui serait mineure, selon les allégations. Si cette personne avait des relations sexuelles avec l'un des frères Alexandre et qu'il y avait un échange d'argent ou quelque chose de valeur, c'est de la traite des êtres humains. La force, la fraude ou la coercition ne sont pas nécessaires et le consentement n'est pas une défense. Le consentement peut être discuté chez les adultes. Et ce sera le défi pour les avocats de la défense d'essayer de le faire croire. Ces personnes sont allées à une fête non sexuelle, puis sont rentrées avec des gens apparemment drogués et le voulaient. Ce sera difficile car les victimes témoigneront en personne. Juste une remarque à ce sujet. Avant que les jurés n'entrent dans la salle d'audience, l'un des avocats de la défense de Tal Alexandre avait contesté l'authenticité d'un acte de naissance étranger appartenant à une victime de 17 ans. Il s'agirait encore d'une personne filmée par Oren lors d'un acte sexuel. La défense avait fait valoir que ce document, qui aurait apparemment été délivré plusieurs mois après la naissance de cette jeune fille en Europe, n'avait pas été correctement authentifié, ce qui soulevait des questions quant à la possibilité d'établir son âge au moment des faits ou de savoir si cet âge était connu. La juge a dit qu'elle tiendrait compte des arguments et de la jurisprudence avant de décider. Je me demande comment cela compliquerait l'analyse. Intéressant. Ce n'est pas ce qu'ils pensent, mais si elle avait 18 ans ou non. Selon la loi fédérale, à moins que vous n'ayez eu, il y a une exception très étroite, vous n'avez pas eu l'occasion d'observer la personne, donc, mais ce n'est pas le cas ici. Il a passé assez de temps avec cette personne pour savoir à quoi elle ressemblait. Ce n'est donc pas une défense. La question est maintenant si elle avait 18 ans ou plus. S'il y a une preuve qu'elle avait 18 ans, alors cela exclut le trafic sexuel de mineurs. Il faudrait prouver contrainte, fraude ou coercition. Mais si elle n'a pas 18 ans, c'est fini pour eux. Rien que ça peut valoir la prison à vie. Je passe maintenant au témoignage. On en a déjà entendu ici. Cathy Moore, une accusatrice sous pseudonyme, affirme avoir été droguée et agressée sexuellement par Alon Alexandre en 2012 chez lui. Cela est arrivé après l'avoir rencontré à la fête de Zac Efron à New York. Zac Efron n'est pas impliqué ni accusé dans cette affaire. C'est simplement que, apparemment, toute cette rencontre a eu lieu lors d'une fête chez lui. D'accord maintenant ? Elle affirme que cette nuit-là, elle a pris de la MDMA, mais plus tard, dans une boîte de nuit, après qu'on lui ait donné un verre. Elle se souvient s'être réveillée nue dans un lit, Alan debout nu au-dessus d'elle, la repoussant sans cesse vers le bas. Citation. « Je ne veux pas coucher avec toi », il aurait répondu. « Ah, tu l'as déjà fait », puis il a ri en me regardant. Voilà ce qu'elle affirme. Elle affirme avoir été violée et que Tal, entré dans la pièce, n'a rien fait. Howard Strebnick, avocat d'Alon Alexandre, et Alex Kahn, avocat de Tal Alexandre, ont contre-interrogé Moore. Elle a été contre-interrogée pendant des heures sur la chronologie, sa consommation d'alcool et la prise de MDMA. Ces discussions avec des avocats civils, même si je ne crois pas qu'elle ait encore engagé de poursuite. Elle a appris de la drogue de son plein gré, tout était consensuel. Dave, ce témoignage est-il compliqué ? Eh bien, ils vont vraiment la passer à la moulinette. Et d'ailleurs, Howard Strebnick, excellent avocat. Son jeune frère, Scott, qui est son associé, était mon moniteur de colonie de vacances il y a de nombreuses années. Je n'aimais pas ça. Waouh, le monde juridique est petit. Eh bien, Le sud de la Floride, oui. oui, la communauté juridique n'est pas très grande. Mais ces allégations sont graves. Et seule la défense par consentement serait possible. Donc il faudrait le prouver. Elle a consenti à des relations sexuelles avec les frères et affirme n'avoir pas été droguée ayant pris volontairement.
Qu'il s'agisse de MDMA, de Molly ou autre, la toxicologie est alors essentielle. Sans signalement immédiat, ces substances quittent votre organisme et il devient impossible d'en prouver la nature. J'ai couvert le procès de Harvey Weinstein et assisté à l'audience. Une condamnation peut reposer sur le témoignage d'une seule accusatrice. Vous n'avez pas besoin de preuves médico-légales, d'ADN, d'images de vidéosurveillance ou de messages textes. Mais tout cela aide. D'ailleurs, il était accusé de crimes sexuels datant de plusieurs années. Ici, vous évoquez des crimes présumés anciens et vous vous demandez pourquoi les victimes n'ont parlé aux autorités que récemment et pas immédiatement après les faits. Deux perspectives existent. On peut estimer que des facteurs complexes expliquent pourquoi les victimes présumées d'agressions sexuelles ne se manifestent pas ni n'en parlent. Mais aussi si vous avez affaire à quelqu'un de haut statut et de très puissant. Et je crois même qu'il y a eu un témoignage d'une des accusatrices disant qu'elle avait peut-être lu que les frères avaient déjà fait face à des accusations par le passé, mais qu'ils s'en étaient sortis. Elle a peut-être pensé comment me manifester. Mais la défense demande pourquoi seulement maintenant? Quelle motivation? Comment le jury peut-il juger cela? Le jury doit juste évaluer cela. C'est difficile pour eux car vous avez la question de savoir si un signalement tardif prouve que cela n'a pas eu lieu ou si ce retard peut s'expliquer par ce que vous avez dit. L'intimidation. Il se peut qu'ils aient refoulé le traumatisme, les souvenirs, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas signalé que cela ne s'est pas produit. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés à une autre fête ou sont restés amis avec les frères que cela n'est pas arrivé. Vous pouvez toujours être poursuivi et condamné, comme Harvey Weinstein l'a été, pour un acte sexuel non consenti, même s'il y a eu par la suite des actes consensuels. Chaque accusé a droit à une défense complète et reste innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais contre-interroger ces prétendues victimes reste délicat, non? C'est un jeu délicat ici, et je ne suis pas dans la salle. J'ignore le ton. La durée des contre-interrogatoires des avocats de la défense envers ces prétendues victimes a-t-elle de l'importance? Seule la substance compte, pas la quantité. D'accord. Pas la durée du contre-interrogatoire. Si vous vous attardez trop, le jury pourrait croire que vous harcelez la victime. Mais il pourrait aussi dire que vous accusez à tort un homme innocent. Oui, mais tout le monde les accuse-t-il à tort? C'est la question. La force du nombre? Et c'est là que le nombre fait la différence. Ils vont avoir plusieurs personnes de ce côté. Didi a bénéficié du fait qu'il y avait un témoin qui a refusé de se présenter, une victime présumée, et ensuite il y avait. Les personnes qui se sont présentées, à l'exception de Cassie, n'étaient pas aussi convaincantes à la barre, et il n'y avait pas autant de personnes qu'ici. C'est pourquoi je pense que le poids de ces preuves est plus fort que dans l'affaire Didi. Vous pensez peut-être à cette vidéo d'agression présumée ou au message texte? Si le jury les croit, cela pourrait appuyer chaque témoignage d'accusation. Les jurés vont détester ses frères. Ce sont des frères riches et arrogants qui étaient des acteurs majeurs. Et c'est là que l'avocat a essayé de prendre les devants, a déclaré l'avocat de la défense. Ce n'est ni une fête de connards ni un droit. Et c'est pour ça qu'elle a utilisé ce mot en fait, parce que c'est une chose de dire, vous savez, vous ne déterminez pas s'ils sont des imbéciles. Non, ce n'est rien. Quand vous jurez, ça permet aux jurés de le savoir. Et ces types ne sont pas des gens bien, mais ce n'est pas un crime d'être de mauvais gars. Le crime, c'est le viol, droguer des gens, surtout sur mineurs. Pas besoin de force, fraude ou coercition ici. Les avocats font leur travail, mais les faits restent. Nous avons aussi entendu le témoignage d'une seconde femme, Maya Miller. Elle dit avoir été violée par Tal au Hampton en 2014. Elle affirme avoir commencé à penser qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Alors elle a, en fait, c'est ce qu'elle a déclaré, utiliser des valises pour bloquer la porte afin que Tal ne puisse pas entrer. Elle affirme pourtant avoir été agressée par lui dans la salle de bain, probablement sous la douche pour s'interposer. Il a été présenté qu'après cette agression présumée, elle, je suppose que c'est ce que dit l'accusation. Elle a minimisé l'incident en aimant une publication Instagram de Tal le félicitant et n'a contacté le FBI qu'en 2024. Cependant, elle n'a pas encore intenté de procès civil. La défense a axé son contre-interrogatoire sur le fait que son amie, présente avec elle, sera témoin pour la défense. Elle était peut-être dans la salle de bain à se sécher les cheveux pendant l'agression, donc ignorait ce qui se passait. La défense souligne aussi que la victime présumée n'en a pas parlé à son amie. On lui a demandé pourquoi elle avait contacté Tal après les faits et pourquoi elle était sortie en ville sans paraître trop bouleversée, malgré la complexité de la situation. Ils ont aussi montré des photos et messages pour discréditer sa crédibilité et remettre en question la chronologie.
Ils ont affirmé avoir examiné ses yeux sur une photo prise à l'Hôtel Plaza, à New York, après l'agression présumée, notant qu'elle semblait heureuse. Qu'en pensez-vous? Ce sont des preuves pertinentes. Les avocats de la défense sont compétents et dans ce type d'affaires, les victimes sont souvent malmenées, ce qui les dissuade de parler. Beaucoup disent que ça n'en vaut pas la peine, car on remet en question leur attitude, leur honnêteté et leur passé sexuel, même si ce n'est pas censé se faire. Il y a des lois de protection des victimes de viol qui interdisent d'aborder les vêtements de la personne à ce moment-là ou, et c'est très strict concernant l'exploration du passé de quelqu'un. Mais ce genre de choses peut s'infiltrer et rendre la victime très mal à l'aise quand elle doit témoigner de longues heures. Et c'est pour ça que vous voyez que ces crimes sont sous-déclarés. Aussi, s'il semble y avoir un motif de profit, comme lorsqu'ils intentent des poursuites civiles, c'est aussi un problème. Les procureurs n'aiment pas l'ingérence des avocats civils. Ils disent Attendez que l'affaire soit terminée parce que cela pourrait être utilisé pour discréditer votre crédibilité. et le gouvernement a également appelé un autre témoin qui a témoigné que Maya Miller avait révélé cette agression présumée il y a des années. En 2020, donc pas en 2024, en 2020, cela pourrait être pertinent. Absolument. Ces propos de l'époque comptent plus que ceux tenus des années plus tard, même si ces derniers restent pertinents. Vous cherchez toute corroboration, pas seulement cela, a-t-il dit. Elle a demandé pensez-vous que les textos raconteront l'histoire? Car un message avait apparemment été affiché. Viennent ces prostituées bon marché au Hampton ce week-end-là. Tal aurait transmis les infos de vol de Miller selon un email vu par les jurés. Donc, email et texto. Cela aidera-t-il vraiment l'affaire? C'est pourquoi je dis que les jurés vont détester ces accusés, parce que ces messages textes, au minimum, les montrent comme des imbéciles. Des goujats, des gens qui parlent mal. Après avoir été avec des femmes et celles du jury, elles vont les détester. Cela pourrait influencer négativement les jurés, même s'ils ont quelques doutes dans leur esprit sur le fait qu'il y ait eu viol. Je crois qu'ils ne leur accorderont pas le bénéfice du doute, car ils les détesteront pour avoir fanfaronné sur leur conquête sexuelle. Ils ne semblent pas être des personnes qu'on inviterait à Thanksgiving. À quel point est-ce problématique pour les frères qu'ils soient tous jugés ensemble? Maintenant, certaines accusations en pas concernent certains, d'autres concernent d'autres. Certaines concernent tout le monde. En quoi le fait qu'ils soient tous jugés ensemble a-t-il un impact? Je pense que c'est mieux pour la défense. S'ils avaient pu les séparer, s'ils savaient... Oh, s'ils les avaient séparés, Avant, ils pouvaient se rejeter la faute. Maintenant, chacun sera sali individuellement. 3 frères sont impliqués, la faute de l'un est attribuée aux autres, ce qui complique le refus. 2 sont jumeaux, on m'a confondu avec mon frère. Maintenant, tous sont jugés ensemble, ce qui avantage l'accusation. tu penses que les frères devraient témoigner à la barre? Non, il y a trop de choses compromettantes sur eux, donc s'ils le faisaient, ils se feraient démolir. J'ai vu des gens témoigner en pensant être plus intelligents que les autres. Ils sont arrogants et pensent tromper les jurés. Charlie Adelson, par exemple, est comme eux. Comment s'est-il comporté à la barre? Les jurés les voient venir, un bon procureur peut les démolir. Très bien. Eh bien, je pense que ce procès devrait durer environ 1 mois. Donc nous allons le suivre de très près. Nous le suivons depuis un bon moment. Dave Arenberg, merci d'être venu, c'est vraiment apprécié. Merci, merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Nous sommes aussi sur Peacock de NBC avec des épisodes de Sidebar. Suivez-moi sur Instagram ou X. Retrouvez mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23 h. Merci et à bientôt.